I'm really delighted to introduce this panel, and I would like to take this opportunity to invite you at 4:30 this afternoon to the official launch of the Energy Week Morocco, which is taking place in November. And EnergyNet is really proud of our partnership with the Moroccan stakeholders, and it's fantastic to have you here. I would like to introduce the moderator of the session, Amin, CEO North Africa from ENGIE. Thank you so much. We'll leave the floor to you. Thank you very much. I don't know if it's I think it works. So good morning, everyone, to this session focusing on Morocco. Thank you to all of the attendees who have waked up early this morning. Before we start, many of the panelists will speak both in French or in English. I think there is a translation, live translation, so and myself also, I will speak in French or in English. I think it's fine for everyone. So this morning, first I want to thank all the panelists. Thank you for being here. We will have this session 1 hour, 15 minutes to talk together about Morocco, energy strategy of Morocco, and more broader what this strategy could bring to other countries in Africa. So I will first give the word to Mrs. Benkhadra, who is the General Manager of ONIM, but also former Minister of Energy in Morocco. And she will give us a global picture of the energy strategy of Morocco. Please, Ms. Benkhadra. Merci, Monsieur Loudi. Mesdames et Messieurs, bonjour. Dans le cadre de cette table ronde sur le Maroc, je me fais un plaisir de vous donner un aperçu global sur la stratégie énergétique marocaine avec toutes ses composantes. Et nos partenaires à cette table ronde enrichiront le débat, chacun avec un certain nombre d'angles d'attaque que notre modérateur va approcher. Donc très brièvement, le Maroc connaît un développement assez dynamique sur les 15-20 dernières années qui induisent un besoin en énergie extrêmement important, et cela est dû d'abord au développement de l'électricité sur le plan des consommations individuelles et des consommations domestiques avec l'accélération du plan d'électrification rurale généralisée, mais également parce qu'il y a dans différents secteurs une dynamique de développement assez importante, avec des visions stratégiques sectorielles déclinées à court, moyen et long terme. C'est le cas de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme, de l'eau, des phosphates avec la stratégie de valorisation, les infrastructures, routes, ports, aéroports, et donc notre besoin en énergie demande. Quand en 2009, nous avons mis en place la nouvelle stratégie, on a constaté donc qu'avec ces besoins croissants, les besoins en énergie primaire allaient doubler en 2020, tripler en 2030, pendant que les besoins en électricité triplaient en 2030 et quadruplaient triplé en 2020 et quadruplé en 2030. Et donc nous avons construit une stratégie basée sur 4 orientations stratégiques qui sont la sécurité d'approvisionnement et la disponibilité de l'énergie, l'accès de l'énergie à des prix compétitifs, la gestion de la demande à travers l'efficacité énergétique et la préservation de l'environnement. Et cela s'est décliné dans des grands choix. Le premier extrêmement important et qui est mis en œuvre, c'est un mix énergétique le plus ouvert possible avec toutes les sources d'énergie, le charbon, le gaz, les énergies renouvelables, toutes catégories, le solaire, l'éolien, l'hydro et bien sûr demain aussi la biomasse. C'est également la mobilisation de nos ressources naturelles avec l'intensification des programmes d'exploration pétrolière et gazière, le développement de l'efficacité énergétique et bien sûr notre intégration régionale. Et cela nous donne, comme le montre le graphique suivant, une évolution du mix, et là on vous donne le mix de 2015 à 2030, où nous voyons qu'avec la montée en puissance des énergies renouvelables, nous aurons en 2030 une baisse importante de la contribution du charbon, mais il reste là.
l'entrée en puissance du gaz, mais surtout la place que prennent les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien et l'hydraulique, puisqu'ils représenteront à cette étape-là 42% de la capacité en énergie sera à partir des énergies renouvelables en 2020, avec un programme solaire et éolien de 2000 MW chacun, plus l'hydro, et ensuite, bien sûr, les capacités à base d'énergie fossile. En 2030, le mix énergétique sera composé au niveau des capacités à 52% à partir des énergies renouvelables, et donc nous allons construire près de 10 000 mégawatts à l'horizon 2030. Cela est en cours. Et d'ailleurs, dans le cadre de sa stratégie, nous avons mis en place une société nationale, MASEN, la Moroccan Agency for Sustainable Energy, dont la mission est de réaliser ces programmes. Et les engagements qui ont été pris dès cette époque sont aujourd'hui suivis et les plans sont également en exécution. Le Maroc est considéré aujourd'hui comme un modèle en termes de transition énergétique et surtout de développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de capacités qui sont installées. Vous le voyez ici, nous avons au niveau du solaire 180 MW, au niveau de l'éolien près de 880 MW qui produisent, au niveau de l'hydraulique près de 1800 MW, soit à peu près 3000 MW d'énergie renouvelable. Et au courant des années en cours, il y a un programme accéléré de développement des énergies renouvelables. Là, vous avez la progression de 2018 à 2020 des programmes d'énergie solaire déclinés par Mazen et qui sont sur plusieurs sites. Le site de Ouarzazate avec ses différentes phases, Nour 1, Nour 2, Nour 3, Nour 4. Au niveau donc nous allons avoir un doublement entre 2018 et 2021, puisqu'on passera de 3800 MW en 2018 à près de 7438 MW, toute énergie renouvelable confondue. La planification est également très bien suivie au niveau de Mazen, et cette année, en 2018, nous aurons près de 800 MW nouveaux en énergie solaire qui seront mis en production à travers les différentes phases de Nour, mais également avec les projets qui suivent de Midelt et sur d'autres sites. Le plan également, donc Nour Ouarzazate, juste pour vous donner un peu une indication, c'est un site sur lequel il va y avoir plus de 500 MW d'énergie solaire, dont la principale centrale 160 MW a été inaugurée en 2016, 160 MW, et nous avons choisi, Mazen a décidé bien sûr de mettre en place les différentes technologies de manière à ne pas être aliéné à une seule technologie, mais de pouvoir bénéficier des évolutions technologiques entre le CSP, le photovoltaïque, avec les différentes technologies qui sont disponibles au fur et à mesure de leur évolution en termes d'efficience et de productivité. Au niveau de l'éolien, c'est un petit peu la même chose. Les programmes sont en cours et nous avons, outre les 887 qui produisent, un peu plus de 1000 qui sont en cours de construction, avec deux grands projets, celui de 150 MW au niveau de Taza, mais surtout les 850 MW sur 4 sites qui ont permis d'avoir aujourd'hui un prix de kilowattheure le plus bas possible au niveau mondial, puisque ça représente 30 centimes le kilowattheure. La planification également des plans éoliens se fait de manière efficiente par Mazen et par une gouvernance très stricte qui permet donc de montrer disons, un modèle de développement et de transition énergétique extrêmement positif. Nous développons également des programmes d'hydroélectricité puisque nous avons pratiquement 1770 MW qui sont opérationnels et à peu près 800 MW qui sont en cours de préparation sur différents sites pour accompagner la croissance des énergies renouvelables. Parallèlement à cela, nous avons également le grand projet de Gas to Power qui doit être mis en œuvre sur les prochaines années et qui permettra bien sûr d'assurer l'équilibre de notre mix énergétique et notamment de contribuer à l'intermittence des énergies renouvelables. Il s'agit d'un programme piloté par l'ONE et M. Sadour, ici présent, en parlera plus tout à l'heure, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Globalement, les besoins en énergie du secteur pour le 2030 sont de près de 46 milliards de dollars avec les programmes d'énergie renouvelable, d'énergie conventionnelle à partir des fuels, le LNG et bien sûr tout ce qui est interconnexion et transport. Le Maroc est également, dans le cadre de sa position géostratégique favorable, très proche de l'Europe, interconnecté à ses voisins et joue véritablement la dynamique de renforcement de cette intégration. Nous sommes reliés à l'Espagne, à l'Algérie et nous avons projeté également
de nous interconnecter au Portugal et Madame va en parler tout à l'heure dans le cadre de son intervention. En ce qui concerne le secteur des hydrocarbures, je serai également très bref, mais nous avons également une politique d'intensification. Bien que le Maroc n'ait pas encore de grandes découvertes commerciales, il dispose de bassins sédimentaires de près de 900 000 km², mais qui restent sous-explorés malgré, disons, la dynamique qu'on a influée depuis une quinzaine d'années avec le nouveau code des hydrocarbures. Nous avons des analogies extrêmement intéressantes avec la Nouvelle-Écosse et le golfe du Mexique. Et donc, quand on compare et qu'on voit la densité des forages de l'autre côté de l'Atlantique et ce que nous avons au Maroc, près de 30 forages sur l'offshore et globalement 330 forages en tout et pour tout sur les 900 000 km², ça montre un petit peu l'importance des forages qu'il faudra faire à l'avenir pour mettre en évidence le potentiel marocain. Plusieurs zones sont aujourd'hui, nous avons sur l'ensemble du territoire, grâce aux travaux réalisés sur les 15 dernières années, identifié près de 800 prospects et leads en offshore et en onshore. Et nous espérons pouvoir accroître davantage l'exploration et surtout d'augmenter le nombre de forages. Nous avons 2 zones de production aujourd'hui, dans la région du Harb, au nord de Rabat, et dans la région d'Essaouira. Ce gaz produit alimente un certain nombre d'industries, mais nous avons fait une découverte récemment à l'est du Maroc, à Tendrara, qui sera mise en production probablement fin 2020, et nous espérons également développer un certain nombre d'indices et de découvertes non commerciales, mais on voit que le système pétrolier fonctionne au large de Boujdour dans le sud du Maroc, au large de Tarfaya, au large également de la côte atlantique entre Essaouira et Agadir. Le Maroc dispose également d'un potentiel important en shale oil et donc sur plusieurs sites, dont celui de Timahdit et de Tarfaya. Et nous avons quelques accords de coopération avec des sociétés qui disposent de technologies pour la valorisation, mais les travaux sont en cours en termes de tests. Le Maroc dispose également d'un potentiel en shale gas sur 4 bassins importants qui sont le bassin du Badraa, le bassin de Boudnib, les hauts plateaux, le Tadla. Et là aussi, nous essaierons probablement à l'avenir d'évaluer davantage ce potentiel. Globalement, dans le domaine des hydrocarbures et de la recherche, nous avons également un code des hydrocarbures qui est considéré comme un des plus incitatifs au niveau mondial. En cas de découverte, le partenaire dispose de 75% de participation. Il y a des exonérations de taxes et d'impôts, notamment l'impôt sur les sociétés sur les 10 premières années d'exploitation et également l'exonération de tous les droits de douane et de taxes sur les valeurs, sur les équipements pendant la phase de recherche et pendant la phase de développement. Les efforts qui sont menés ces dernières années ont permis d'accroître le nombre de partenaires. Aujourd'hui, nous avons près d'une vingtaine de partenaires avec des majors comme Chevron, des grandes sociétés comme Eni, Shell, Repsol et d'autres sociétés cotées en bourse comme Sound, Woodside, SDX, Chariot et bien d'autres. Globalement, ce que je peux dire pour résumer la politique énergétique marocaine, elle a un certain nombre d'éléments très favorables. Un, le succès du plan d'électrification rurale qui a permis au Maroc d'atteindre aujourd'hui un taux d'électrification de 99%. La capacité à développer cette stratégie énergétique, à développer les projets en partenariat public-privé, à développer également les interconnexions au niveau du Maghreb, mais aussi avec l'Europe, et surtout aussi d'avoir déployé ces 5 dernières années une politique de coopération avec les pays africains extrêmement fructueuse. Alors, d'où découle cette capacité du Maroc à travailler avec l'Afrique? D'abord, notre situation géographique, notre appartenance à ce continent, une proximité également culturelle et culturelle, et puis, bien sûr, un certain nombre d'éléments favorables comme les infrastructures dont nous disposons et le rapprochement qui a été également fait au plus haut niveau. Sa Majesté le Roi a une politique extrêmement dynamique de coopération avec l'Afrique dans un souci de développement et de coopération win-win entre les différents pays. Cette politique se traduit aujourd'hui au niveau de l'ensemble des grands acteurs marocains par la signature d'accords de coopération. Cette planche montre les accords signés par Mazen avec près d'une dizaine de pays où ils apportent leur expérience, leur expertise et leur savoir-faire pour le développement des programmes d'énergie renouvelable, solaire, éolien et autres. L'ONE a également des programmes extrêmement riches avec un certain nombre de pays africains, notamment pour l'électrification rurale, pour l'assainissement, puisque l'ONE, c'est l'Office national de l'électricité et de l'eau, donc l'assainissement également une de ses axes d'intervention. Et puis l'ONIM a également une dizaine de coopérations avec les différents pays qui sont cités ici,
dans le cadre de l'exploration minière et pétrolière. C'est une coopération qui est axée sur la formation et le savoir-faire dans le domaine de la géologie et de l'exploration avec toutes ces disciplines, dans le domaine de la géophysique, de la géochimie, de la gestion des projets, de l'environnement également légal et de l'évolution des lois des hydrocarbures et des mines. Nous avons également, sur la dernière année, le développement d'un projet stratégique qui a été initié par Sa Majesté le Roi et le président Buhari. C'est le projet de gazoduc Nigeria-Maroc qui devrait transporter du gaz du Nigeria vers le Maroc en traversant les 13 pays de la côte ouest africaine. Il s'agit d'un programme d'intégration extrêmement important et qui favorisera l'accélération du développement de cette région. De manière générale, donc je reviendrai dans les questions tout à l'heure probablement. En conclusion, qu'est-ce que le Maroc peut offrir et comment le Maroc se présente aujourd'hui? Un secteur énergétique en plein dynamisme, avec une stratégie claire, déployée par des acteurs nationaux et donc une gouvernance extrêmement favorable, un besoin en énergie en croissance, des opportunités donc d'investissement importants puisque nous privilégions les partenariats publics-privés, un cadre également dans le domaine de l'exploration attractif, et bien sûr c'est un pays où il est facile d'investir et d'intervenir, et une porte d'entrée sur l'Afrique subsaharienne, sur l'Europe et sur le Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la Ministre pour cet éclairage extrêmement riche et varié. Énergie renouvelable, efficacité énergétique, électrification rurale, interconnexion, ressources naturelles, énergie fossile, mix énergétique, politique énergétique et stratégie énergétique avec vocation à pouvoir s'exporter. Merci pour ces éclairages. Nous allons revenir sur tous ces thèmes-là lors de notre échange. Si l'assistance souhaite, en cours de débat, poser des questions, je pense qu'un micro circule. N'hésitez évidemment pas à lever la main, on vous donnera la parole. On réservera quelques minutes à la fin de notre exposé pour que vous puissiez poser les questions que vous souhaitez. Je vais d'abord demander à chacun rapidement de se présenter. Et ensuite, nous démarrerons les questions plus spécifiques. Madame Bouhia, si vous voulez rapidement vous présenter. Hind Bouhia, donc Global Nexus, c'est un... je peux parler en français ou en anglais, You can speak either in French or in English. French is fine. Private equity fund specialized in green sectors and particularly in energy. Thank you very much. Si Sado. Ambassadeur, je suis directeur des participations et partenariats à l'Office national de l'électricité. Office national de l'électricité et de l'eau et de l'assainissement, comme on l'a dit. Madame la ministre. Soares, from the Department of Energy of the Ministry of Economy of Portugal. Portugal, thank you very much. Saïd Moulin, I'm heading the Moroccan Agency for Energy Efficiency. Bonjour, Nicolas Wolf, je suis le vice-président Vestas pour Europe Sud et l'Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord. Okay. The sound is fine. Everyone is no. I think. No? Yeah. If you can put the mic a little bit louder. Madame la ministre, si vous permettez que je démarre par des questions vous étant adressées directement. Vous nous avez présenté un aperçu extrêmement large de la stratégie et de la politique énergétique du Maroc. Plus spécifiquement, en tant que directeur général de l'ONIM, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure les découvertes de gaz qui ont été réalisées récemment au Maroc, celles qui existent et les nouvelles découvertes qui ont été faites récemment, dans quelle mesure s'inscrivent-elles ou s'inscriront-elles dans le mix énergétique du pays? Alors, en ce qui concerne la production actuelle sur les bassins du Rarb et de Essaouira, c'est des petits volumes, mais ils alimentent des industries à proximité. La récente découverte de Tendrara à l'est du pays, et qui a fait l'objet d'une certification des ressources, sera probablement mise en production en courant de 2020. Elle permettra de contribuer à l'alimentation d'une des deux usines
du cycle combiné de l'ONE au nord du Maroc, mais ça ne suffira absolument pas à assurer les besoins en énergie globaux de notre pays. Et donc, cette ouverture sur le gaz naturel à travers le gaz to power est également importante, ou le gazoduc Maghreb-Europe. Donc, toutes ces sources d'énergie seront présentes dans le mix du Maroc. Donc, ces découvertes qui s'inscriront, comme vous l'avez dit, pour alimenter les centrales qui sont, ou une des centrales qui est dans le nord-est du pays, est une première étape qui ouvre ensuite la voie vers ce projet de gaz to power dont vous avez parlé. Le gaz to power du terminal méthanier. Tout à fait. Donc, vous avez vu l'importance des énergies renouvelables dans le mix énergétique, près de 10 000 MW à l'horizon 2030. Nous avons donc besoin d'une énergie de base et stable pour accompagner pour faire face à l'intermittence. Et donc le Maroc a décidé d'introduire de manière plus massive le gaz naturel à travers le gaz to power. Et il s'agira donc d'alimenter près de 2700 ou 3400 plus tard mégawatts de cycles combinés qui sont prévus à l'horizon après 2025 et 2030. Très bien. Donc effectivement, le gaz naturel comme accompagnant des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Tout à fait. Vous avez aussi évoqué, puisque nous sommes en Afrique, avec des sujets d'accès à l'énergie fondamentaux pour un certain nombre des pays du continent. Vous avez évoqué ce projet puisque vous avez signé le 11 juin dernier devant Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, un accord portant sur la construction du gazoduc Nigeria-Maroc. Pouvez-vous nous dire quelques mots de ce projet? Quels sont les enjeux qui entourent ce projet? Dans quelle mesure celui-ci pourra être un facteur d'intégration régionale? Et puis, au-delà de l'aspect énergétique, dans quelle mesure un projet de cette ampleur, avec les implications qu'il peut avoir, peut également être un facteur d'impact positif sur les populations de la région? Alors, le projet du gazoduc Nigeria-Maroc est effectivement un projet stratégique d'une très grande ampleur. Il a été initié par Sa Majesté le Roi et le président Buhari à la fin de l'année 2016. Un accord a été signé en mai 2017 pour que l'ONIM et la NNPC, donc la National Nigerian Society, puissent travailler ensemble sur l'étude de faisabilité. Donc pendant une année, de mai 2017 à juin 2018, nous avons réalisé avec l'appui de grands cabinets spécialisés dans ce domaine l'étude de faisabilité dont les conclusions ont été arrêtées donc au courant du mois de juin. Et l'accord que nous avons signé récemment porte sur le passage à la deuxième phase, c'est-à-dire la FID, l'avant-projet détaillé, les contacts également avec l'ensemble des pays concernés. Il s'agit d'un projet d'envergure dans la mesure où il permettra, à travers ce gaz qui va passer du Nigeria jusqu'au Maroc, d'alimenter les différents pays traversés par le gaz naturel, qui est donc une source d'énergie propre, d'accélérer l'accès à l'énergie dans les zones les moins favorisées, de pouvoir également contribuer à un développement industriel des secteurs porteurs chacun des pays. En ce qui le concerne, il y a beaucoup d'activités minières mais non développées. Il y a également beaucoup de besoins pour les secteurs industriels selon également les pays. Et donc c'est un facteur d'intégration régionale extrêmement important. Nous allons donc démarrer maintenant l'avant-projet détaillé et passer aux discussions avec les différents pays pour avoir leur participation et leur contribution à ce grand projet. Alors, c'est un projet effectivement extrêmement important. Des défis importants, j'imagine, entourent ce projet en termes de financement, en termes de faisabilité, en termes de réalisation. Donc, on comprend qu'on est au début de cette phase de préparation. Et on comprend aussi que les deux parties, en tout cas les deux signataires de cet accord, souhaitent aller vite. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, quel pourrait être le calendrier d'un tel projet? Disons que là, nous allons démarrer la FID incessamment. Nous avons à nouveau une année pour faire l'étude de l'avant-projet détaillé, de finaliser des premiers accords avec les différents pays concernés. Il y en a 13.
d'approcher également les grandes institutions financières pour, disons, avoir leur position et leur acceptabilité d'un tel projet, pour éventuellement prendre une décision de FID, donc de décision de financement, à l'issue de cette année de travail. Donc ce qui nous attend est extrêmement important, lourd en termes de travail à réaliser et de challenge à soulever. Et donc NNPC et ONIM, au nom des deux gouvernements, sont engagés véritablement dans cette dynamique. Merci pour ces précisions. Un autre acteur national majeur dans le domaine de l'énergie, c'est l'ONE, Office national de l'électricité et de l'eau potable. Si Sadok, en tant que représentant de cette honorable institution, est-ce que vous pouvez nous dire, du point de vue de l'ONE, quels sont les choix fondamentaux en termes de mix énergétique ? Oui, ces choix ont été définis par la stratégie 2009 qui vient d'être développée par Mme Khadra. Il l'a fait avec d'autant plus de brio et de pertinence qu'elle était elle-même ministre de l'énergie au moment où c'est elle qui était à l'origine de l'élaboration de cette stratégie. Donc l'élément fondamental de cette stratégie, c'est l'introduction massive du renouvelable. Hein. En 2010, on était aux alentours pour l'éolien de quelque chose de comme 160 à 200 MW éolien. En 2020, on passera à 2000. On multiplie cette capacité par 10. En 2010, on était à 0 MWh en solaire. On passera à 2000 MW. Et donc, cette véritable transformation du mix énergétique induit des contraintes. Et la première contrainte, comme vous le savez, du renouvelable, c'est l'intermittence. Donc il fallait chercher la réponse à ces problèmes d'intermittence. Pour illustrer pratiquement cette question d'intermittence, nous avons vécu en octobre 2016 le cas d'un parc de 300 MW où la production est passée la puissance est passée de 300 MW à 0 MW en 30 minutes. Et donc, il est indispensable pour le gestionnaire du réseau de disposer de moyens flexibles pour pouvoir répondre à ces situations. Les premiers moyens, bien entendu, c'est les systèmes de stockage. Hein. Le stockage, il y a la STEP. Nous disposons du STEP de 480 MW à Afourère depuis 2004-2005. Et nous avons dans le pipe un autre projet qui vient d'être conclu, qui sera opérationnel dans les 3-4 ans avec la même puissance. Toujours dans le stockage, et pour le CSP qui est développé par Mazen, il y a le stockage partiel fondu, mais tout ça, c'est une réponse, partielle à cette problématique d'intermittence. Nous avions besoin d'un système, d'un dispositif qui est beaucoup plus flexible, et le choix s'est porté tout naturellement sur le gaz, d'où le projet Gaz to Power qui consiste c'est du GNL, en la construction d'un terminal, plus des centrales cycles combinés avec une puissance totale de 2400 MW, plus un gazoduc de 400 km qui va relier le terminal gazier à Joffre, au sud de Casablanca, vers le GME. C'est un grand projet d'un investissement qui dépasse les 4 milliards de dollars et qui est aujourd'hui conduit par l'ONE. Nous sommes au premier stade de préparation des documents de l'appel d'offres, et certainement l'appel d'offres de préqualification sera lancé fin de l'année, au début de l'année prochaine. Donc c'est un élément structurant pour répondre à cette transformation radicale du système électrique marocain. Donc énergie renouvelable, on a vu les enjeux et le travail qui a été accompli. Madame Benkhadra a donné tout à l'heure quels étaient les objectifs. Hein. En 2020, 42% de la puissance installée. Aujourd'hui, on peut considérer que cet objectif est atteint, voire même légèrement dépassé. Un objectif de 52% de la puissance installée en 2030. Donc les énergies renouvelables, le gaz naturel comme accompagnant de ces énergies renouvelables, notamment compte tenu de leur intermittence, avec des solutions de stockage que vous développez. Donc, énergie renouvelable, gaz naturel, interconnexion également. Tout à fait. Qui rentre dans le j'allais dire,
dans le panorama énergétique global? Exactement, les interconnexions, nous disposons déjà de l'interconnexion avec l'Espagne de 1400 MW, une interconnexion équivalente avec l'Algérie, et nous avons un projet avec le Portugal d'une nouvelle interconnexion, mais nous pensons, et nous sommes déjà au stade des études avec le West African Power Pool, de construire une interconnexion vers le sud, pour relier l'Afrique de l'Ouest au Maroc. Et ça aussi, c'est un élément structurant. Vous savez, quand on est gestionnaire de réseau, on a le souci de deux choses: d'assurer la continuité, la fourniture continue. Et je crois que le Maroc a réussi ce challenge depuis maintenant 20 ans. On n'a pas connu de blackout, il y a peut-être quelques coupures qui sont dues au réseau, mais dans la région, sur notre continent, c'est véritablement une performance. C'est quelque chose qui paraît tout à fait naturel, mais assurer cette continuité de service, c'est quelque chose de fondamental. Et l'assurer grâce aux capacités de production dont nous disposons, mais grâce également aux interconnexions. Et le deuxième point auquel nous faisons attention, en fait, qui est fondamental pour nous, c'est le coût. C'est le coût de production. Et là aussi, je pense que l'un des challenges que nous avons réussi est de pouvoir produire l'électricité au Maroc à des coûts véritablement bas, comparé aux coûts pratiqués dans la région. Je ne parle pas des coûts qui sont subventionnés dans certains États, mais nous avons quand même réussi. Et l'adoption des énergies renouvelables, je ne vous cache pas qu'au début, on avait quelques petites inquiétudes au moment de l'annonce de la stratégie sur le renouvelable, mais avec les résultats que nous avons obtenus, avec les niveaux de prix que nous avons eus aujourd'hui, notamment pour l'éolien, le parc 850 où nous sommes à 3 cents de dollars, c'est véritablement quelque chose qui rassure sur la performance du système électrique marocain. Et même pour le GNL, nous sommes dans un cycle aujourd'hui de bas coûts relativement. Le GNL permet d'assurer les 3000 heures de pointe à des coûts relativement abordables. Donc, ce que l'on peut retenir de ce que vous nous dites et de votre message, c'est que les énergies renouvelables, bien sûr, comme facteur positif de lutte contre le changement climatique, comme facteur positif d'augmentation de l'indépendance ou de limitation de la dépendance énergétique, mais également facteur de diminution du coût du kilowattheure. Vous nous avez parlé d'interconnexion, I will ask Mrs. Soares to present us what is the purpose of this cooperation, energy cooperation between Portugal and Morocco, and then I will ask you a few questions about that. Okay. Please, Ms. Soares. Thank you very much. Good morning, everyone, ladies and gentlemen. I would like to. I will try to be brief. I will give. I will underline the main areas of cooperation between Portugal and Morocco, but focusing on our national energy policy and reinforcement the areas of renewables, and has already previously referred about the energy interconnection. You have so a presentation here. It's not I yet. think if we can show the slides. Nice. Okay. So in this table, I try to highlight some indicators, the main indicators of my country. As you know, Portugal is member of the European Union, so we are aligned with the energy policy is aligned with the European energy policy, with the European directives. We have the euro currency, and is a stable government with full open to the foreign investment. Regarding this is an overview of the 27, in this case 27 member states regarding the directive, European directive of renewables energy.
As you know, all the member states of the European Union have targets fixed to 2020. As you see in this table, Portugal has one of the most ambitious targets. We shall achieve until 2020 around 31% of the final energy. Recently, the European Commission is already negotiating the targets for 2030 that will be most ambitious than this one referring in this table. Regarding our national energy renewables action plan, because all the member states, according with the European directives, has to prepare to submit to the European Commission both energy plans in the area of renewables, but also in the area of energy efficiency. Regarding the action plan in renewables area, as I referred, we have to achieve the 31% in the final energy, and we have also a sub-target for incorporation of biofuels in the transport sector. And we try to reduce till 2020 our dependence to 70%. As you know, Portugal has no fossil fuels, so we try to exploit our potential in the national energy resources. This, I try to highlight the main drives, the main initiatives and projects that are covered by our National Energy Action Plan on renewables. As you see, we built in the last years on the first topic, energy cluster in the north of Portugal. We have also exploited all the potential of our hydro potential, as well as the small to the big hydroelectric and small hydropower plants. We created a relevant program for microgrids and our self-consumption. We explored and create new biomass power plants. As I referred also, we have the target to fulfill till 2020, so we incorporate and create a program for biofuels in the road transport, and in the area of innovation and demonstration projects we explore. We have several research centers working with ocean energy, and we have a zone pilot with several innovative projects in offshore wind energy. This I would like to highlight because in the last March, Portugal had a renewable electricity generation that fully meets the energy demand of our country. Most of this energy was produced mainly from hydropower and wind. And regarding to wind, it is already responsible for more or less a quarter of the total electricity demand of the country. So let's move to interconnection, and in this table we see it is the Iberian Peninsula, we have France, and we have here the north of Africa with Morocco. So in our energy policy, we consider that the energy connection are really a key driver for the sustainable energy and for allowing the deployment of renewables. In the last years, Portugal as well as Spain and all the Iberian, the two countries, recalled near the European Commission in order to the reinforcement of the energy connection, especially between Spain and France, in order to allow the electricity trade between the south of Europe and the center of Europe. Regarding with the
the cooperation between, as already mentioned by the previous speaker, between Portugal and Morocco. It is, we have carried out a study about the electrical interconnection. It is foreseen submarine cable, or about 1 gigawatt between Portugal and Morocco, to allow this electricity trade, special sustainable green electricity, and it is, maybe it will build until 2022 or 23. In this slide, give you an overview of the close cooperation that Portugal has with Morocco. We have also close cooperation with Algeria in the area of gas, but with Morocco, since 2015, we signed our both ministries, the Ministry of Energy of Morocco and the Ministry of Economy of Portugal, have close cooperation in the area of renewables, also in the area of energy efficiency, because our National Energy Efficiency Agency is working with MASEN in the area, for instance, of certification, energy certification of buildings, where Portugal is recognized by the European Commission with a very good expertise and several good projects in this area, and also in the energy management in the industry. In the area, so we have this memorandum of understanding between ADEN and AMER. We have also several working groups working under the ministry in the area of capacity training, building on renewables, also on regulation. I believe that this month it is running in Morocco some cooperation activity in this area of the energy regulation. On 2016, it was signed an agreement between both ministries regarding the energy electricity interconnection between Portugal and Morocco, and last month, in May, it was signed a joint declaration between both ministers in order to fix the timing to build the electricity interconnection. So I believe I underlined the main areas. Any question that you have, please do it. Thank you. Yes, thank you very much for this global picture. So we can see that we have a large bilateral framework between Portugal and Morocco. Maybe a few questions, because you have raised some important topics, and mainly interconnection. From your perspective, or the perspective of your country, how or to what extent could we consider that interconnection could be a positive factor of regional integration, and also how you think that interconnection could allow the development of renewables? Yeah. And so please. So we believe that interconnection are really a crucial tools to allow the building of an effective energy market. So it is a key driver of our energy policy. We have been, as I referred, we have been asked the European Commission to establish, to fix minimum targets of capacity for interconnection between the European countries. For instance, I would like to highlight that 10 years ago, it was in Luxembourg, energy ministers of the European Union, and they decided that to 2020, it is fixed a target of 10%, at least 10% at 2020 for the interconnection capacity between the countries. And it was fixed also to 2030,
15% of capacity. So I think it is very good, this decision of the last meeting of ministers, because it will oblige, for instance, to overcome this barrier that Spain have with the interconnection between Spain and France, that sometimes create barriers to the flow of the electricity between the south of Europe and between the center of Europe. So with Morocco, we support Portugal, and as I mentioned in our joint cooperation, then it's very important to have this electricity, to allow this electricity trade between the two continents, between Africa and Europe. I remind that at COP22 at Marrakesh in November 2016, it was signed a joint declaration between Morocco with member states, with this case with Portugal, with Spain, with Germany and France, and with the support as observer of the European Commission. And this joint declaration, the main objective is to create the condition for a free flow of electricity, a trade of electricity, and to create this region, this Mediterranean, implementing this Mediterranean energy market. Okay, so I think for the institutional, we have this joint declaration, we have this commitment of the energy ministers of European Union regarding the energy interconnection capacity. Okay, thank you very much. So you mean that the flow of electricity could also evolve years after years to one direction to another direction, and to have maybe bilateral exchanges afterwards when the development of renewables will be more developed. Yes, in I think it will the allow southern part of this the interconnection. deployment of renewables. I will allow to reduce the cost of energy and to harmonize all this market. Okay, so thank you very much for that. You have also mentioned something which is quite important, and we consider that it's also part of the global energy strategy. We are talking mainly of renewables, but you have also mentioned the energy efficiency part of this bilateral framework between our two countries. Could you tell us to what extent energy efficiency could play a role in that energy strategy? So I think it's very important to the rational use of energy, even in those sectors with very expressive energy consumption. In my country, and as I referred previously, we are aligned with the European Directive of Energy Efficiency, so we have also a target to achieve until 2020. We have to reduce 20%. The target, the European target for energy efficiency is 20% until 2020, regarding with the energy consumption 10 years before. So we have implementing strong energy efficiency programs in the area, especially in the area of buildings, with the energy certification, with the labeling schemes for a lot of products and equipments. In the area of industry, we integrated also the energy, the figure of energy manager in the major energy-intensive industrial plants. They allow to identify recommendation, implementing measures in this area. Regarding the transportation sector, we are trying, as you know, is a most difficult sector to implement these kinds of measures, but we are trying to implement behavior, the change of behavior, and also the electrical mobility, change to electrical mobility. Portugal, as a member state, have to report every year to the European Commission how is
his target, and we are in the track to achieve our energy efficiency target to 2020. Regarding the cooperation with Morocco, as I referred also, we have this protocol of cooperation between the two national agencies. We try to implement a lot of initiatives and to try to change information in the new technologies and know-how and experts. Some experts is coming for Portugal and others to Morocco to know each other and to implement joint initiatives. Okay, thank you. So I think that Morocco will be pleased to take advantage of your expertise on that field. So then, maybe I can ask to Mr. Moulin, who is the general manager of AME, fully dedicated to energy efficiency. Pour vous, quel est, in French or in English? So what is from your perspective, what is the importance of the energy efficiency we know for the global strategy, energy strategy of the country, but more specifically, if you we are talking about, because it's also part of this energy strategy, and we can say, thanks to the program that ONI has launched, the rural we have a global electrification rate about 98 or 99% in Morocco, which is a great achievement. But to what extent energy efficiency could play a role or could have an impact on the rural electrification? Thank you, Mr. Homan. I would like to say that, just as Mrs. Suarez mentioned, the importance of energy efficiency, and I'm glad that we are talking about demand-side management here. It's very important, it's as important, and the numbers from International Energy Agency mentioned that today the cheapest way, the fastest way to reach the emission objective for a country is through energy efficiency. Also, one point, 14% of the investment done in the energy sector last year, 14% were for energy efficiency, but mainly in the north, mainly in building sector in northern countries. We in Africa have to develop real strategies for that. The Kingdom of Morocco, and as Mrs. Benkhadra mentioned, we were glad that at the same time we have this objective for renewables, we have another objective of 20% of energy efficiency in industry, transport, housing, public lighting, agriculture. In all those sectors. 20%? 20% in 2030. 2030? Yeah. It's comparing to business as usual. You need to have the strategy. But thus, when you need strategies in energy efficiency, means you need new regulation, new laws dedicated to that, technical and financial support, very important, and of course, training and sensibilization. In all those sectors, you need to have those approach for each one. One point that we developed, and what your question concerning rural electrification, why it's so important. When you bring electricity to households in the rural areas, if you don't take in mind that you have also an energy efficiency approach, that this household will have efficient lamp, efficient fridge, efficient cooling, they won't be able to pay their energy bill. That's why the economy of projects linked to rural electrification is very important to have at the same time the approach for giving the energy to the households, but at the same time giving counsel, giving strategies for energy efficiency for those households. So you mean because those households are from remote areas from the grid, so to electrify them, to give them access to energy, one solution is the renewables, solar mainly, but it doesn't work if there is not a program, energy efficiency program to accompany this energy access. Exactly, it's clear when we look at the renewables, when you talk about solar home system, when you have to size the solar home system, if the efficient house is here, you need much less investment. But at the same time, even for a grid connection, if you have the grid connection for households, you need to have the same approach, then people will be able to pay the energy bill, because it's very important. You have a price of electricity.
you need to have people able to price the right price for electricity. So for that, you need energy efficiency for those households. Okay, thank you. Just maybe one more question. You have said, maybe it's kind of paradox of energy efficiency, because we know that it's a virtual approach, but it's not easy to implement. Yeah. And as you said, we need a strong regulation framework. Yeah. But also for financing, we have seen, or we see that we can find large financing for large renewable projects. Yeah, exactly. In Morocco, but yeah. elsewhere. It's very hard, or I don't want to say impossible, but it's very hard to find financing for small, a lot of small projects. Those projects could have, even if those projects could have a very, very important social impact. Yeah. What is your feeling about that? Yeah, it's very important. 2 points concerning efficiency. One is linked to financing, one is capacity building. On financing it, we managed in Morocco to have the Clean Technology Fund of almost $200 million for the renewable energy project, the big one, the solar plant. We don't have the same approach for energy efficiency. Knowing that we can have the same impact, environmental impact, it's more difficult. What we managed to do today, we have with the MORSEF, the Moroccan Sustainable Energy Financial Facility, a program that can help industries or buildings, private buildings, to have a loan and some grants for that. But we didn't manage to have the CTF for energy efficiency, for example. It's very important. That's why it's not as easy as you mentioned, because we're not talking about one project to finance, it's thousands of projects to finance. So you have to go through local banks. What we did with farmers in Morocco for helping them to switch from diesel pump to solar pumps is to look with the local banks. The Crédit Agricole du Maroc now is financing solar pumps for farmers. You need to find, but we're not without any incentives. We find incentives for the big plants, but not for the small projects. Yeah. So we have, I would say, loans that are classical one, but we want to have more support for that. Do the calculation. 100,000 farmers with 5 kilowatt plant, 5 kilowatt solar pump, it's 500 megawatt of solar. It's the same amount of Ouarzazate project. For Ouarzazate project, we managed to have this $200 million of CTF. We didn't manage to have the same approach. So we're fighting for that. And I think what we discussed yesterday with the African Development Bank and also with the meeting with the World Bank, how we can manage to attract green financing for those small projects. Those small projects have huge impact, huge social impact. Sure. Then by creating jobs, because that's why I mentioned capacity building is very important, and our memorandum of understanding with Portugal is also to reinforce capacity building in our countries, but also AME has 20 MOUs with the different African countries where we signed during the COP22 in Marrakesh to mention that this South-South cooperation in capacity building, in energy efficiency is very important. We have a center in Marrakesh today with the labelization of UNESCO for energy efficiency in Africa that can give some training for those applications. When we develop solar pumping in the rural areas, you need to have so you need to have people able to size and to install correctly those pumps in the rural areas all over the continent. So you need a lot of training, you need a lot of capacity building and financing for that. So what you say is energy efficiency is key. To implement an energy efficiency program, we have to leverage on local expertise, but we also need international support, and especially in cooperation, but also in financing. Yeah. Thank you. Thank you very much for those precisions. So, renewables, energy efficiency. When we are talking about renewables, we think about wind and solar. We have
here with us one of the main player in wind field, Vestas. Could you tell us what, or to what extent, your experience in Morocco? First, what is your experience in Morocco, and then to what extent this experience could be reproducible and then to be exported in other countries? Sure, thanks. I mean, effectively, Vestas is the world-leading company in wind turbine manufacturing. So far, we've installed about 93 gigawatts worldwide. 93. 93 in about 76 countries. And in Africa in particular, we've installed about 1 gigawatt already. Morocco has been a very important target to us, and we started doing business in Morocco about 20 years ago. Yeah, just 20 years ago, when we installed Koudi Al Balda, which was the first wind farm in Morocco, located north of Morocco. Okay, one of the first projects in Morocco. Absolutely, the first wind project. The first Morocco. project, yes. And then we've just completed another project called Khaladi, which is also located north of Morocco, only 20 megawatts. And we are currently working on different private projects for the coming years. Now, we look at Morocco as a kind of a reference in Africa, because we believe that Morocco has been able to define a policy with very clear objectives. As mentioned by Mrs. Minister, from the very beginning, you said that by 2020 you wanted to have 42% of renewable, then by 2030, 52%. So, I mean, for us as a turbine maker, it is very important to have a target. And on top of that, Morocco has developed some, I think, stable regulatory framework. Of course, we have difficulties as any other country, this is for sure, in the implementation of this regulation. But the fact is, thanks to that, I think Morocco is far ahead compared to other neighbor states. And that's the reason why I think we should be using the experience, the competences of Morocco to basically export renewable and wind projects, of course, to neighboring countries. So that's the reason why we've set up a subsidiary in Morocco, and we're trying to use those competences to export basically our knowledge to other countries like Senegal, Ghana, Ivory Coast. Okay, thank you. So, as we said before, we expect, or we are expecting, all of us, a reduction of the electricity price. We have seen, especially in solar, that the price or the cost have dramatically decreased since at least 5-10 years. What about wind? The prices are also decreasing. Could you tell us if this, way or tendance will continue? To what extent? Sure. And okay, please, and we ask you another question. So effectively, I mean, the cost of energy is for us one of the pillars of our strategy. Vestas is aiming at decreasing the cost of energy quicker than the market. Over the past 5 years, we've divided by 2 the cost of energy. So roughly speaking, we're talking about a 1% decrease every year. 1% decrease every year in terms of cost of energy. And we foresee between 2020 to 2030 a decrease of, let's say, between 10 to 15% on top of what has been achieved already. So quite a significant project for Vestas. And we did so in working on 2 main components. Of course, we reduced the cost of the machines in itself, better procuring, having huge volumes. You know, we are installing roughly 10 gigawatt per year, and this is helping us to, of course, obtain better prices from the components. But we've also worked on the technology, developing new machines, wider machines. And today, for example, in Morocco, we are offering the V150, so 150 meter diameter machines, 4 megawatt nominal power, which is of course helping us to achieve extremely low cost of energy. So as mentioned earlier, Morocco was a showcase also in terms of cost of energy through the recent tender. But since then we've always improved
those results, and costs have been steadily going down and down. And right now, as we speak, we are signing contracts in South America, an example, at less than 20 euros per megawatt hour. Morocco was at 28, so we are 20 euros. With very good size. So the trend is still decreasing. Absolutely. And you've mentioned solar, of course. It is important to stay on par with the solar decrease, and this is also one of our objectives. So that's the point. And my next question, or at least my last question for you today, is there a fight between wind versus solar, or could we consider wind with solar? What about storage? How do you tackle this this way to produce renewables? We would see solar as a complementary tool, I would say. We at Vestas have decided to develop hybrid solutions. So we believe that joining wind and solar and maybe adding batteries will help us to offer to our customers long-lasting energy production solutions. If you look at the wind, the curve of wind starts in the morning, it's slowing down in the middle of the day, and then again starting at the end of the day. Whereas for solar, the peak is at around 12 o'clock. So if you combine those two curves, then you have a base, which is very interesting. And on top of that, if you add a storage capacity, then you can also add a service réseau. You can basically bring some stability to the grid, which is, I think, extremely important, especially if, like Morocco, you will reach more than 50% of energy coming from renewable sources. So we strongly believe in those hybrid solutions. And as an example, we started doing a project in Australia, where we have a 40 megawatt project, which is a combination of wind, solar, and storage. Batteries are coming from Tesla, but we can use any other battery manufacturer. Okay, so hybrid solution for renewables. Certainly the next step for us, yes. Okay, thank you. So you told us that from your experience, Morocco has set up a strong regulatory framework or a way to implement the governance of the project, which is for a player like Vestas important. If I go to Global Nexus, for you, what could you tell us about this regulatory framework, the importance of the project governance, the importance of a strong strategy for a country, for foreign or local investors, and also to enable other countries to take benefit or advantage of this experience? Yeah, well, I believe that Morocco is really at a good place today, because we have a strategy that set up the framework for where the renewable energy and the energy mix is going. And then you have all those institutions that are carrying the executions of all the strategies. So you have, I will wrap up very quickly, and you have ONI, you have Mazen for the solar energy, you have the Energy Efficiency Agency, and also, you have the utility, and also you have ONIM, of course, who are deploying the different projects and taking the lead in showing where the directions are going in terms of the energy mix. And so that's in one side, and then in the other side, you have good examples of projects that have already shown success. And I think that's what investors are looking for. They're looking for countries where we've seen projects happening and we've seen results. So you have the NOR projects for the solar, so that shows that we know how to structure projects, how to do the right governance, and how to attract institutional investors and also private investors. And of course, you have a lot of wind projects, private projects, and I want to salute Mr. Hadi, CEO of Nareva, who have taken really the lead on setting up some large projects based on the regulations that allow us to today produce and sell to private consumers through through PPAs. So this is when you look at a country, that's what you really look for. You look for a track, you look for existing results, and you look for a guidance that the government is doing at a higher level. And this is where Morocco
Morocco is standing, this is how Morocco plays a role of a platform for Africa. So a lot of countries are looking into transferring some of those know-hows and some of the ways of setting up new strategies, mainly either in solar, in wind, hydropower, and also in gas today. No. Okay, so you mean that this experience could be a way to export also the right way to implement energy strategy in other countries, and also if foreign investors, meaning for those countries, could see that the framework that will be implemented in those countries has the same, meaning of what has shown success in other countries like Morocco. You mean that it could attract foreign investors? Absolutely. It would attract foreign investors, but I think the challenge, and I want to emphasize what Said Moulin had said, is that you do attract foreign investors for large-scale projects. Yeah. In fact, they even come and wait for the large-scale projects to happen, so you have a lot of that. But what the challenge is to be able to attract investors for smaller-scale projects. And I think what we sense is that often they say there is a need for the small projects, but we don't see them yet. The small projects are saying we're here, but we don't see the investors. So that bridging that gap, that's where the challenge is today, because we know that larger projects are backed, so larger projects do attract more investors, and they should be coming even more in the coming. And I think what's encouraging is that we know that there is still 10 gigawatt of energy coming still for Morocco, but also for Africa. And so that's why I say this is a great time to work more together and meet like this to really try to bridge that gap. Okay, thank you very much. I think we still have some minutes for questions from the assistants or the attendees. If you have any questions, please feel free. We have one question here, Mr. El Hadi. Well, it's not a question, just maybe a couple of minutes to talk to you about the different phase about Moroccan energy outlook. The Moroccan outlook is not attracting only foreign companies, but also local investors. I'm CEO of Nariva Holding that you mentioned, Hind. We are a company that is privately owned by Moroccan shareholders only, and we are in the power sector and also in the water sector. In the power sector, we have 3.3 gigawatt projects that are in operation, advanced development, or construction. Among which we have 500 megawatts that are already in operation in the wind sector, and they are on a merchant plant basis. That means that they are private projects, and we have private clients. So I hope that someday we will be exporting to Portugal or Spain through the connections that are in place now, or taking place with Portugal. We have 300 megawatts projects. That's the largest wind project in Africa that we co-developed, and we are cooperating with Engie. We have we were the winners of the 850 megawatt project mentioned by Mrs. Ben Khadra and Mr. Sadouk that we are co-developing, and very soon I hope starting construction with together with Enel Green Power. And we are under commissioning phase for a ultra supercritical coal-fired plant together with Engie and Mitsui. It's a 1,400 megawatt project. We are still developing in Morocco, looking very closely to projects that are launched by ONI and Masen in the solar, wind. We have also several projects under development in the merchant plant basis in Morocco, and we are also looking at African projects. So we're bidding to projects in Africa. We are looking to a couple of projects very closely for the time being. Thank you. Thank you very much. And indeed, Morocco is a very attractive country for foreign investors, but also because we have now a strong local framework. It's
more and more difficult for foreigners to implement projects in Morocco. Morocco now it's a very, very important country in that field. Thank you very much. We have a last question, maybe? I don't know if it's the last, but at least. I'd like to ask the Director General, I've seen the map or the various maps with arrows going up north. I see very few arrows going down south in terms of MOUs and collaborations and projects. Where are we on that subject? This is the Africa Energy Forum. Thank you for that question. You're fully right. You want to take it? I have shown in one of the maps the interconnection effectively with Europe, with Algeria, with Spain and Portugal. But as Mr. Sadouk had said, we are also working on the reinforcement of the interconnection to the south with Mauritania. The studies are undergoing, and through Mauritania we want to achieve to Senegal so that we create an interconnected electrical market in the North African countries and then be partners with the other African power pool in the region. ONE is member of all the power pools in the Africa, and we are dealing to reinforce those electrical interconnection and at the same time to increase the interconnection through gas with the gazoduct Nigeria to Morocco, which will be one of the strongest partnership in the area. But we are working also on electrical interconnection, and I will ask Mr. Sadouk to bring maybe some more information on this. But we are working on it, and it's one of our challenges and priority, you can be sure of that. Thank you very much. Maybe one question, if any. Yes, one question here. And it will be, I think, the last one, because we are a little bit late. Good morning, everyone. Morning. I'm a member of Mazen, and I would like to have some insights on the law 1309, which encourages private production and development of electricity in Morocco. Thank you very much. Okay. 1309 law, Mr. Sadouk, or quelques informations sur la loi 1309, demandée par la représentante de Mazen, et peut-être complétée avec d'autres... Oui, c'est une loi qui a permis une ouverture, une petite fenêtre de libéralisation qui a permis aux investisseurs de produire du renouvelable et de vendre directement aux clients que le développeur aura choisi en transitant par le réseau ONE. Aujourd'hui, cette loi est en train d'être amendée. Elle est en train d'être revue de manière à permettre un certain équilibre entre l'opérateur et le développeur. Et aujourd'hui, nous sommes sur cette loi. Je crois que nous avons dépassé les 1000 mégawatts qui sont installés et dont la production va directement aux clients choisis par les développeurs. Merci. Donc peut-être pour l'assistance, cette loi dont on parle, que l'on nomme 1309, est en fait une loi qui donne accès des tiers au réseau pour permettre la production d'électricité par un opérateur privé et être revendue à un autre opérateur en transitant par le réseau de l'ONE. Elle a plusieurs phases. La première phase a été la haute tension qui a été ouverte. Le Maroc est en train d'ouvrir la moyenne tension pour ensuite aller vers la basse tension. Et c'est un aspect important qui permet de déployer les énergies renouvelables notamment, mais qui a des conséquences, et du point de vue du gestionnaire du réseau, des conséquences importantes sur l'équilibre du réseau. Donc sa mise en œuvre se fait en respectant un certain nombre de contraintes. Thank you very much to all of you. Thank you very much. I just want to say that we are here in Africa and we have respected a perfect parity. We have here 3 women and 3 men, so that's nice. Thank you to everyone.
Merci beaucoup. Merci à vous.